Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Mathieu Nicole. Il est secrétaire général de la CGT des Côtes-d'Armor. Et il est avec nous en direct, malgré un petit état grippal ce matin, on va dire ça comme ça. Merci en tout cas d'être venu au micro de la matinale. Bonjour. Bonjour. Alors beaucoup de choses à dire sur l'actualité sociale du moment et aussi sur ce qui entoure un peu cette actualité sociale, c'est-à-dire ce fameux budget qui risque d'être voté par 49.3, en tout cas si on entend ce qu'a dit Michel Barnier hier soir chez nos confrères de TF1. Michel Barnier qui a aussi ajouté que le moment était très grave. Est-ce que ça va être aussi grave pour l'emploi, car on entend aussi beaucoup de grandes entreprises qui envisagent de fermer des sites, qui envisagent des plans de licenciement. J'imagine que c'est une inquiétude pour la CGT aujourd'hui. De toute façon, vu les choix politiques et les choix des grandes entreprises qui a été fait depuis de quelques décennies, c'est sûr que l'emploi va les salariés vont être les premiers impactés. On le voit déjà avec ce qui se passe à Auchan, à Michelin, là ArcelorMittal qui annonce encore récemment des fermetures, des suppressions de postes. Mais à côté de ça, ce qu'on oublie de dire, c'est que la France est des numéros 1 en Europe du versement de dividendes. Donc de toute façon, l'argent, il est passé quelque part. L'argent public a été versé à ces grands groupes pour normalement investir dans la recherche et le développement, dans les conditions de travail et puis dans tout un tas de choses pour le progrès social. En fait, ces entreprises ont fait le choix plutôt de s'enrichir personnellement. Ce qui fait que, en cas de crise, en cas de baisse de la consommation, notamment dans le cadre de l'automobile, ce sont les salariés qui sont la variable d'ajustement. On parle d'un hiver social très difficile, en particulier justement pour les salariés qui travaillent dans le secteur de l'industrie automobile. Comment essayer de discuter avec le patronat pour essayer, dans le contexte budgétaire que l'on connaît, de convaincre finalement les chefs de ces grandes entreprises, en tout cas les patrons de ces grandes entreprises, de ne pas licencier, de ne pas fermer de site? Ça, c'est du rôle et du gouvernement évidemment des organisations syndicales de salariés et de patrons en fait à l'échelle nationale, parce que ce sont des sujets qui regardent évidemment tout le territoire. Donc c'est à l'échelle nationale que doivent se discuter ces sujets, mais avec un rapport de force évidemment qui doit être en notre faveur. Donc c'est là aussi peut-être que le bas blesse pour ce qui est des organisations syndicales de salariés, c'est qu'on n'arrive pas à avoir le rapport de force suffisant pour que et le patronat et le gouvernement prennent en compte nos revendications. Parce que là, on n'en est plus au cadre de la discussion. On voit bien, on nous taxe de partenaires sociaux depuis quelques années, mais ça, c'est la novlangue. C'est pas dans notre vocabulaire. C'était pas dans notre vocabulaire à l'époque, il y a 40, 50 ans. On n'était pas des collaborateurs, des partenaires sociaux. On était des organisations syndicales qui représentent le personnel et qui revendiquent. Donc, dans le contexte actuel, on voit bien que, étant donné l'attitude des gouvernements successifs et encore pire avec Macron, qui n'a qu'une oreille attentive auprès justement des grandes entreprises du CAC 40 notamment, la discussion elle est compliquée. Il n'y a pas d'écoute, il y a un objectif, c'est le néolibéralisme, c'est la libéralisation des marchés, et donc la situation pour convaincre ces gens-là, c'est une fois que tout va se casser la gueule et qu'ils vont se rendre compte que finalement les choix politiques et de gestion économique n'ont pas été les bons, peut-être que éventuellement ils changeront leur fusil d'épaule, mais c'est pas gagné. Il y a des économistes qui sont tout à fait en adéquation avec notamment ce que porte la CGT, et puis il y en a toute une palanquée qui sont pro-libéraux et qu'on voit malheureusement trop souvent sur les plateaux de télé. Alors justement, sur le plateau de télé et celui de TF1 en l'occurrence hier soir, Michel Barnier a agité alors le fameux terme n'a pas été prononcé, mais les journalistes ou les observateurs parlent de shutdown, ce qui n'est pas possible évidemment en France, on n'est pas sur le modèle américain, mais d'une forme d'effondrement de la politique française, également effondrement institutionnel, qui aura des conséquences économiques. On peut imaginer aussi que les marchés vont s'agiter. En tout cas, c'est ce que prévoit ou prédit Michel Barnier. Là aussi, ça va avoir des conséquences sur les entreprises qui ne vont pas investir, qui ne vont pas embaucher. Là aussi, vous prédisez ce fameux hiver social très difficile que pourraient passer les Français? Alors nous, c'est vrai qu'on a un amortisseur social qui a bien servi pendant la crise du Covid, la dernière crise financière. C'est évidemment notre système de protection sociale. Donc en effet, on n'est pas comme aux États-Unis. Pour ce qui est du reste,
En effet, voilà, ils nous promettent une crise économique et sociale sans précédent, mais eux, ce qu'ils craignent surtout, c'est le spectre du Rassemblement national. Vous le craignez aussi pour les prochaines présidentielles. Vous le craignez aussi, ce tout à fait. On les avait prévenus lors de la réforme des retraites de ne pas imposer cette contre-réforme puisqu'elle était rejetée par tous les Français. On leur avait dit que ce sera un marchepied pour le Rassemblement national aux prochaines élections. Ça a été le cas, aux européennes puis aux législatives, donc au premier tour en tout cas des législatives. Donc voilà, on l'avait prédit. Et c'est là, vu la politique actuelle que nous imposent Macron et Barnier, c'est sûr qu'on y va tête baissée. Donc l'hiver va être compliqué, tout à fait, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup d'initiatives et d'appels à la grève qui sont lancés ces temps-ci. Alors justement, les mobilisations sont déjà programmées, on pourrait le dire comme ça. Il y a cette mobilisation interprofessionnelle avec la CGT entre autres le 10 décembre. Alors pour défendre la protection sociale et améliorer le système de santé. Alors ici, dans les Côtes-d'Armor, la santé, on l'a vu aussi, des personnels sont très en souffrance avec un hôpital, j'ose employer le terme, à la dérive quelque part. On est tenté de dire, mais où est passé l'argent finalement? Pourquoi on ne paie pas mieux le personnel? Pourquoi on ne recrute pas plus? Alors déjà, c'est vrai que depuis les années 80, la protection sociale dans son ensemble est attaquée sans cesse par les gouvernements qui se sont succédés, parce que c'est quand même une manne d'argent très importante sur laquelle le secteur privé veut mettre la main. Donc le gouvernement, évidemment, a sans cesse essayé de s'accaparer la gestion, en tout cas, de la protection sociale, et il a réussi par moments avec certaines réformes, comme la réforme Juppé, on s'en rappelle. Donc évidemment, les salariés, les représentants du personnel ont perdu la main sur la gestion de ce système. On va vers une forme de privatisation quelque part. Ah, on y vient. Donc après, en plus de ça, les dernières annonces qui viennent d'être faites par Barnier justement sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui prévoit une baisse de la prise en charge des remboursements par la Sécu, donc un glissement vers les mutuelles et autres organisations privées. On a aussi la réforme des retraites qui nous impose quasiment de nous tourner vers des complémentaires de retraite pour avoir une retraite suffisante à la fin de notre exercice. Il y a la baisse des cotisations sociales salariales et patronales qui sont continuellement qui progressent d'année en année. Donc tout ça, ça contribue en effet à la dégradation de la protection sociale pour tous, ce qui fait qu'on se tourne vers du lucratif. Avec là encore, les plus impactés, ce sont les plus précaires, les tout petits salaires ou les toutes petites retraites. Finalement, les gens n'arrivent pas à avoir ou une complémentaire ou une assurance retraite. Tout à fait. C'est encore les classes défavorisées, les classes moyennes qui sont les premières impactées par les décisions gouvernementales, mais comme là encore avec les annonces pour le projet de loi de finances dans sa globalité. Alors, sur ces mobilisations en France et en particulier ici dans les Côtes-d'Armor, est-ce que vous, là aussi, vous attendez à avoir un rapport de force plutôt en votre faveur ou pas, justement ? Alors, la difficulté que l'on va avoir dans les prochaines semaines, ce sont des appels multiples. C'est-à-dire qu'il y a différentes dates qui sont annoncées. Depuis longtemps, le groupe des 9, donc des organisations de syndiqués retraités nationales, ont appelé au 3 décembre prochain à organiser des rassemblements dans les grandes villes, notamment pour exiger une revalorisation des pensions de retraite, puisque vous venez de le dire, notamment les retraités sont impactés. Il y a des retraités qui sont évidemment dans une situation assez aisée, mais il y a la majorité des retraités qui vivent à la limite du seuil de pauvreté. Donc il y a ces rassemblements-là qui sont prévus le 3 décembre, il y en aura dans les Côtes-d'Armor, il y en aura un peu partout, donc à Saint-Brieuc aussi notamment. Il y a le 5 décembre, qui est une date qui est arrivée le mois dernier, qui est une intersyndicale interfonction publique, les trois versants. Donc là, c'est l'éducation nationale, ce sont les ministères, ce sont les salariés, les agents de la santé, les agents des collectivités, on pourra développer, mais tous ces trois versants sont impactés par les politiques qui se succèdent et qui vont s'aggraver encore avec les annonces faites par le gouvernement, avec le projet de loi Guérini notamment. Et puis donc nous avons le 10 décembre, en effet, donc là c'est un rassemblement propre à la région Bretagne, dont l'impulsion émane du 22, de l'Union des syndicats de la santé et de l'action sociale du 22, mais qui va donc se développer sur les trois autres départements, et tous vont converger, on appelle à la convergence vers Saint-Brieuc, à 14h au Parc des Promenades, ce fameux 10 décembre. Et là, si je suis présent ce matin, c'est pour appeler tous les costarmoricains et toutes les costarmoricaines, qui soient issus de la santé ou de tout autre secteur professionnel,
les retraités, les privés d'emploi, les précaires, les jeunes, nous sommes toutes et tous concernés, puisque nous sommes toutes et tous usagers de notre système de santé, parce que les revendications sont sur la protection sociale, mais aussi sur notre système de santé, notamment en Bretagne et notamment donc encore plus en Côtes-d'Armor, avec des menaces de fermeture de maternité, des fermetures de lits dans le sanitaire et dans le médico-social et la psychiatrie, donc avec des régulations des urgences, donc des maternités menacées de fermeture, des EHPAD qui sont dans des situations de manque de recrutement pas possible, donc des conditions de travail qui se sont dégradées avec les différentes politiques de santé qu'on a subies, et puis du coup donc un désamour pour la profession, donc un manque de personnel, enfin toutes ces choses-là qui impactent tout le monde. Donc on invite vraiment tous les salariés de tous les secteurs professionnels à lancer des arrêts de travail le 10 décembre au matin et à nous rejoindre au Parc des Promenades à 14h. Avec, vous en parliez à l'instant, Mathieu Nicole, aussi des fonctionnaires qui vont descendre dans la rue, hein, comme l'on dit, de façon un peu triviale, mais qui sont très inquiets aussi, en tout cas en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux, puisque aujourd'hui on parle de restrictions budgétaires au niveau des départements, au niveau de certaines collectivités locales, là aussi pour faire des économies, puisque le gouvernement le demande, une forme de variable d'ajustement, on pourrait le voir comme ça. Alors donc le 5 décembre en effet, donc la semaine qui précédera le 10, donc en effet ce sont les collectivités, mais pas que. C'est vrai qu'il y a on l'a vu, donc les écoles tous les ans il y a des fermetures de classes. Donc cette année c'était encore 45 classes. On nous promet une multiplication par 2, je crois, la révision de la carte pour la prochaine fois. Donc on se demande si ce ne sera pas 90 classes. Enfin, dans les Côtes-d'Armor, c'est énorme. On taxe les enseignants et les autres fonctionnaires d'un absentéisme supérieur à la moyenne, ce qui n'est pas vrai. Les enseignants, comme d'ailleurs les infirmières, les soignants, et dans les collectivités, c'est qu'on nous taxe de présentéisme, c'est qu'on vient au travail malade. Donc en plus de ça, donc on ne favorise pas l'action publique. Ça coûte cher aussi, parce que quelqu'un qui est malade, qui vient au travail, bien s'il est obligé de s'arrêter parce qu'il est encore plus malade, évidemment ça a un coût. Et ça a un coût, et puis ça va aussi avoir une répercussion sur le pouvoir d'achat de ces agents, parce que notamment, vous parliez des territoriaux, ces agents territoriaux ont sur leur fiche de traitement beaucoup de primes, et dont depuis quelques années, une prime qui s'appelle l'indemnité de fonction de suggestion et d'expérience, qui vient de la RIFSEP, c'est la prime au mérite quelque part, et donc en cas d'absentéisme, non seulement on va leur retirer 3 jours de carence, mais en plus de ça, ils vont se faire diminuer cette fameuse prime IFSE, donc ça va avoir un impact sur leur pouvoir d'achat. Faut savoir que les agents de la collectivité, comme d'autres fonctions publiques, commencent avec des salaires très bas, voilà, notamment les catégories C. Des gens qu'on a applaudis pendant la crise Covid, parce que ce sont des gens qui sont en première ligne. Je pense aux Reaper. Les fameux premiers de cordée. Voilà, les premiers de cordée. Donc tous ces gens-là, en fait, on la crache dessus, en fait. Donc c'est inadmissible. Donc c'est pour ça que le 5 décembre, en fait, a été une date qui s'est un petit peu détachée du reste du mois de décembre, pour que les agents de la fonction publique en général se sentent entendus, en fait, et donc se démarquent un petit peu des différents appels qui étaient prévus début décembre, parce qu'on n'a pas parlé les collectivités, on n'a pas parlé non plus les 40 milliards annoncés d'économies nécessaires aux collectivités, qui vont avoir un impact notamment localement sur la vie associative, parce que les mairies, il va falloir qu'elles trouvent des fonds, et donc elles vont arrêter de verser des subventions au monde associatif, et ça, pour le tissu local, ça va avoir un impact énorme. Alors avec effectivement ces restrictions budgétaires qui vont aussi avoir un impact, alors on parlait de l'impact social, mais aussi un impact sur le développement. On parlait des entreprises tout à l'heure en commençant. Les petites entreprises vont être clairement impactées également, parce que là aussi il va falloir faire des économies. Les aides ne sont peut-être plus à la hauteur, et ce ne sont pas les entreprises du CAC 40 qui vont finalement être très impactées. Ce sont plutôt les petites entreprises de tissu local. Alors, il y a le pouvoir d'achat du Français en général qui baisse, qui prend une claque, donc notamment la fonction publique. Il y a les collectivités qui vont avoir des coupes sombres dans leur budget, donc forcément moins de commandes. Donc en effet, les entreprises, que ce soit d'ailleurs les très petites entreprises ou les PME, enfin les entreprises du bâtiment en général, en tout cas, vont avoir une baisse de commandes, donc un carnet de commandes qui va pas se remplir. Et donc en effet, comme il y a quelques années sous Hollande avec la baisse des dotations, il y avait eu des alertes des entreprises locales du bâtiment,
qui n'avaient plus de boulot. Mhm. Et là, on va tout droit sur la même problématique. Alors c'est vrai qu'en plus, en Côte d'Armor, on a un tissu de très petites entreprises qui représentent quasiment 50% du salariat. Mhm. Donc c'est pas rien. Donc il y aura un impact important dans les Côtes d'Armor sur ces très petites entreprises qui sont, je le souligne, en ce moment sujet au scrutin des élections professionnelles. Voilà, alors TPE. j'allais en parler, mais vous m'avez devancé, Mathieu Nicole, oui, puisque il y a un scrutin pour ces TPE, alors des très petites entreprises. On parle des entreprises de moins de 11 salariés, hein, donc qui votent pour leurs représentants syndicaux, représentants du personnel également. C'est ça. En fait, ça consiste à élire des listes de représentants, donc CGT entre autres, hein, évidemment, donc qui siégeront dans des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui existent depuis maintenant quelques années, dans lesquelles donc siègent les patrons et donc les représentants syndicaux. Ce sont des commissions dans lesquelles en fait on négocie des avantages à destination des salariés des TPE. Pour qu'ils puissent bénéficier autant de ces avantages que dans les grandes entreprises, enfin des entreprises classiques qui bénéficient d'un CSE. Donc ça peut être sur les conditions de travail, sur les salaires, sur l'accès aux activités sociales, culturelles et sportives. Donc on a plein de choses à demander. Faut savoir que jusqu'à présent, le patronat joue pas le jeu et ne vient pas forcément siéger dans les commissions. Donc ça n'avance pas trop. Pour l'instant, elles sont interprofessionnelles et il y a des commissions paritaires régionales interpro de l'artisanat spécifiques pour les entreprises des TPE de l'artisanat. Donc ça avance, mais en tout cas, le problème c'est que depuis qu'elles existent, ces élections TPE, en fait, le gouvernement fait tout pour qu'elles passent un petit peu incognito, ce qui fait qu'on a un taux de participation qui est très très faible au niveau national. Donc on n'a pas de rapport de force du coup dans ces commissions, puisqu'elles passent inaperçues. Donc si je suis là aujourd'hui ce matin, c'est aussi pour encourager tous les salariés des TPE à voter. Vous avez reçu cette semaine vos codes pour voter. Vous avez jusqu'au 9 décembre inclus. Et donc, votez pour les TPE. Soyez nombreuses et nombreux à utiliser ce scrutin. C'est par ordinateur et puis autrement par correspondance. Puisque c'est vraiment là qu'on arrivera à négocier pour ces salariés de salons de coiffure, de boulangerie, d'entreprises de maçonnerie, tous ces salariés qui n'ont pas de représentants syndicaux pour améliorer leur quotidien. Qui ne sont pas forcément, alors permettez-moi le terme, il n'est pas péjoratif, hein, mais qui ne sont pas forcément revendicatifs, qui ne vont pas aller chercher leurs droits. La difficulté dans les TPE, c'est que souvent, le patron, c'est mon ami, c'est mon pote. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte quand on est conseiller du salarié ou défenseur syndical sur le département que il y a un moment donné, il y a un déclic et le patron finalement, on se rend compte que c'est pas mon pote, ou ma patronne, c'est pas ma pote. Et puis parce que ça se passe pas bien et donc on a besoin d'avoir des soutiens. Et donc il faut toujours rester vigilant, mais surtout ça n'engage à rien d'aller voter en fait pour que certains négocient pour vos droits à l'échelle de la région. Et faut pas se leurrer, ces élections ont aussi un impact évidemment sur la représentativité des organisations syndicales sur le niveau national. Donc pour obtenir des sièges dans les conseillers prud'homaux et puis dans toutes les instances où les organisations syndicales siègent, donc à la CPAM, à l'URSSAF, à la CAF notamment. Et à la santé au travail, donc on a vraiment besoin d'avoir des voix. De façon à représenter les salariés dans toutes ces instances. Les grèves, parfois, ça irrite. Alors, je vais vous énerver ce matin. Je vais essayer de pas être trop méchant parce que je crois que vous êtes un peu souffrant, mais on entend beaucoup de Français qui râlent sur la future grève de la SNCF prévue le 11 décembre. Alors, grève contre le démantèlement, là, il s'agit pas forcément de salaire pour le coup, mais contre le démantèlement de Fret SNCF, donc la filiale fret de la SNCF, qui peut être en voie de privatisation. En tout cas, on a entendu quelques syndicats le dire. Est-ce que c'est important aussi de se battre pour l'outil de travail aujourd'hui ? Tout à fait. Alors c'est vrai que là vous pointez en effet la menace d'une grève pour le mois de décembre parce qu'elle n'est pas encore les médias s'en ont emparés, mais s'en ont emparés. Ils ont déposé un préavis parce qu'il est obligatoire, mais elle n'est pas encore confirmée. Ça dépendra de la première journée de mobilisation qu'ils avaient annoncée. Mais le fret, il faut savoir que c'est le transport de marchandises. Quand on est breton, on se rend compte à quel point il y a beaucoup de camions sur les routes. Et la destruction du fret qui a déjà commencé depuis des années. C'est pas le réseau ferroviaire pour le fret en France n'est plus ce qu'il était. Et on constate, on est blindé de camions sur les routes. Alors moi j'ai rien contre les entreprises de transport, mais à un moment donné il faut quand même réfléchir à la Bretagne notamment, qui nourrit une grande partie du pays de la France et de l'Europe. La Bretagne, en fait elle est très dépourvue en termes de réseau ferroviaire pour le fret notamment, mais il n'y a pas que chez nous.
Mais en tout cas, il faut en effet que les Français prennent conscience que bon, ça va encore pas tomber bien, c'est les fêtes de Noël, mais que le démantèlement du fret en France, ça va passer au privé. Mais le privé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va avoir une politique de tout de suite, en fait, du profit immédiat, ce qui fait que il y aura un fret qui va pas se développer de la façon dont on le souhaite. Au contraire, ça va diminuer et ça va aussi donc du coup transgresser, glisser vers le camion. Il y aura encore plus de camions sur les routes. Et peut-être plus de concurrence aussi, parce qu'on voit beaucoup de camions qui viennent d'autres pays européens plus compétitifs et qui roulent sur nos routes finalement. Voilà, et donc il faut que les Français prennent conscience qu'en plus un camion sur une route, ça équivaut à des milliers et des milliers de voitures. C'est que selon le poids, enfin ça use donc les routes, ça provoque donc des dépenses pour les collectivités, ça a un impact sur l'environnement. Enfin, c'est toutes ces choses-là sur la sécurité routière. Alors qu'il y a tellement de solutions. Moi, j'encourage les Français à regarder ce qu'était la carte de la France il y a, ne serait-ce qu'au début du siècle, ce qu'était le réseau ferroviaire en France. Vous verrez que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. On avait une toile d'araignée, voilà. Si on regarde la carte, mais alors bon, vous avez affaire à un ferrovifile, donc voilà, là je prends un peu parti. Mais néanmoins, vous parliez de l'usure des routes, il y a aussi l'impact environnemental de tous ces camions, de tous ces véhicules de transport. Tout à fait, il y a un impact environnemental, et puis il y a aussi l'impact sur les conditions de travail, parce que bon, là je vais parler pour la cause des chauffeurs routiers. C'est vrai que ce sont quand même des métiers qui tirent un peu sur la couenne, alors qu'il existe du ferroutage en fait, donc avec on met des camions sur des wagons pour des grandes distances, et puis il y a toujours à un moment donné du routier de toute façon pour arriver à la dernière étape. Voilà, là où il n'y a pas de voie de chemin de fer. Voilà, il y a forcément nécessité d'avoir des camions ou des véhicules en tout cas pour apporter les matières premières ou les colis où il le faut, mais il y a plein de solutions qui feraient que ça aussi améliorerait les conditions de travail des salariés de ces entreprises. Alors d'un point de vue un petit peu plus politique, on risque d'avoir un gouvernement renversé, une motion de censure. On lit sur quelques gazettes de ci, de là, en tout cas les observateurs s'accordent à dire que le gouvernement Barnier ne passera peut-être pas Noël. On va remettre, j'allais dire tout à zéro, un budget qui sera sans doute pas voté dans les temps, avec ce chaos plus ou moins annoncé par quelques-uns, mais aussi un ralentissement pour la France, parce que voilà, on va être dans l'expectative, et l'attente d'un premier ou d'une première ministre. Vous plaideriez finalement pour qu'il y ait une première ministre ou un premier ministre de gauche ? Alors la CGT depuis l'été dernier en fait n'a pas bougé de position. C'est que les Français se sont agglutinés au deuxième tour des législatives pour faire front contre l'arrivée de la montée du Rassemblement national. Il n'y a pas de raison que ça change. Il y a de là est sortie une personnalité, Lucie Castet, qui a sillonné toute la France pendant l'été pour expliquer ce qu'elle voulait porter en septembre. Et puis finalement, Macron a fait le choix de nommer Michel Barnier. Mais moi, j'ai envie de dire que voilà, s'il y a motion de censure et que le gouvernement est on va dire est renversé, c'est en effet donc c'est le budget de l'année précédente qui s'appliquera, donc moi je panique pas, il était pas bien mais il est moins pire que celui qui est annoncé. Et puis pour ce qui est du reste, Macron peut-être là, je sais vraiment pas ce qu'il fera, quoi, parce qu'il faudra qu'il nomme quelqu'un d'autre que Michel Barnier. Et là, ce sera peut-être l'occasion, pour nous, en tout cas, de jouer encore la carte de ce qu'on a joué des premières semaines de juillet, c'est de pousser à ce que le gouvernement, cette fois-ci, accepte d'entendre le suffrage exprimé, notamment le 8 juillet, et de nommer quelqu'un qui est issu du NFP. D'un point de vue humain, parce que souvent quand on parle des licenciements, des plans de licenciement, il y a des femmes, il y a des hommes derrière, des détresses qui touchent violemment ces personnes. Est-ce que vous sentez, en discutant avec les uns et les autres aujourd'hui au niveau syndical, une forme de désespérance dans le pays et ici même en Bretagne ? Une désespérance, ça va dépendre des secteurs. Vous voyez, par exemple, le 10 décembre, il est annoncé parce que on a un corps militant dans la santé et l'action sociale sur le département qui est vent debout, qui est très déterminé et persuadé que c'est par la lutte dans la rue qu'on y arrivera. Et donc, encore une fois, le 10 décembre, tout le monde doit être présent. Mais il y a des secteurs comme par exemple les copains de Michelin, notamment à Vannes, où là, la difficulté, c'est que le salariat a pris ça comme une claque. Une annonce très brutale, et là en fait on se retrouve dans ces cas-là les bras ballants,
et on n'a plus envie de lutter, on a envie voilà, de prendre la prime de départ et puis de tourner la page, tellement on est abattu. Donc là, c'est pas un état d'esprit général, je crois que c'est fonction du contexte social de l'entreprise qui est visée. On va avoir on sait qu'en Bretagne notamment, on va avoir des annonces qui vont être faites, qui vont être terribles, comme ça a été fait dans le Nord récemment. Donc on sait qu'il y a des entreprises qui sont vraiment en danger, et là en fait, là où l'organisation syndicale a du rapport de force et peut emmener les salariés, ça peut prendre, et on peut avoir une certaine motivation, puis un état d'esprit positif, et puis des endroits où, au contraire, les salariés sont moins organisés, et du coup, c'est vrai qu'on est plutôt dans un sentiment de résignation, et les bras ballants, on prend ce qu'on nous donne, et puis on s'en va, quoi. Les chiffres donnent le vertige. On a entendu le ministre de l'Industrie quand même avancer le chiffre de 150 000 destructions d'emplois pour l'année qui vient. Ouais, bien sûr. Mais à côté de ça, donc, on sait que la France a versé des centaines de millions d'euros de dividendes à ses actionnaires cette année, l'année d'avant, l'année d'encore avant, avec de l'argent public qui leur a été versé. Alors Michel Bernier a promis qu'il allait demander des comptes à Michelin, par exemple, mais on attend toujours ce qu'il l'a fait. On n'en sait pas plus aujourd'hui. Donc en fait, le problème, il est là, c'est que on nous annonce des suppressions de postes, mais où est passé l'argent qui a été distribué à foison depuis quelques années? On n'en sait rien. Il y a eu le CICE, il y a eu l'argent versé pour sortir de la crise du Covid, mais où sont les résultats? On voit les résultats, c'est les sommes d'argent versées aux actionnaires qui sont connues, qui sont rendues publiques tous les ans et qui ne cessent d'augmenter. Et puis à côté de ça, derrière, on nous annonce des suppressions de postes. Tout ça, c'est lié. En fait, c'est un cercle vicieux, en fait, et tout le monde ne le comprend pas, ça. Tout le monde ne le comprend pas. Donc il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Il faut conditionnaliser les aides de l'État à des résultats, à une politique pour l'environnement et une politique de l'emploi. Voilà, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il faut effectivement mettre des conditions plus drastiques pour ces aides? Éventuellement, le remboursement des aides, si les objectifs n'ont pas été atteints, ça se fait dans le milieu associatif, par exemple. Oui, mais alors c'est une revendication que la CGT porte depuis des années, la conditionnalité des aides. On est plusieurs organisations syndicales à l'exiger, notamment à l'échelle de la région. Mais c'est quelque chose qui pour l'instant ne prend pas. Évidemment, le patronat ferait des cas de fer, quoi. Justement, vous arrivez à discuter avec le patronat néanmoins. Par exemple, on parlait des TPE tout à l'heure. Il y a quand même un dialogue qui se fait entre les organisations syndicales et le patronat. Alors, à l'échelle des TPE, c'est un peu compliqué. L'accueil est différent selon les personnes, en fait, parce qu'on organise des campagnes de saisonniers l'été, par exemple, auprès des établissements de la restauration, où là, on va être plus ou moins bien accueillis aussi. Dans les petites entreprises locales, concernant la campagne qui est lancée là pour les élections qui se déroulent en ce moment, c'est un peu pareil, c'est que soit le patron a une ouverture d'esprit et se dit bon, de toute façon, c'est chacun, ils ont le droit, ils ont le droit de venir, ils ont le droit mon salarié a le droit de se syndiquer, mon salarié a le droit de voter, Et puis il y a ceux qui sont vraiment anti-syndicales, donc ça c'est des discours des gens qui souvent en plus ont des affinités, des idées proches de l'extrême droite aussi, notamment, et puis donc voilà, on va dire que l'accueil est différent selon les établissements. Grosso modo, ça va quand même, on n'a pas à se plaindre. On connaît tous des patrons de boîtes, et il suffit, quand on prend le temps de discuter avec eux, ils comprennent qu'on n'est pas là pour les empêcher de tourner en rond, quoi. Mathieu Nicole, secrétaire général de la CGT des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin et ça s'est très bien passé malgré votre état un petit peu souffrant ce matin. Merci en tout cas infiniment d'avoir été avec nous au micro de la matinale. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.